aux éditions L'Harmattan. Et puis, plus récemment, raconter les politiques conflictuelles en Afrique, regard croisé en 2021 aux éditions du CERF. Et donc, je dirais que c'est la 5e République qui vous rassemble aujourd'hui, donc pour la sortie de l'ouvrage collectif, dont la traduction littérale serait président, Premier ministre et majorité sous la 5e République. Donc nous avons notre co-auteur, Fabrice Hamelin, présent dans la salle aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, cher Yves, pour cet accueil, ce double accueil. J'aimerais bien saluer tout le monde et notamment les nouveaux étudiants de l'IEP. Je suis très, très content d'être parmi vous aujourd'hui avec mon collègue et co-éditeur Pierre-Emmanuel Guigaud pour la présentation de ce livre. Beaucoup de choses ont été déjà dites sur qui nous sommes et pourquoi nous avons commencé à réfléchir autour des enjeux politiques de la 5e République. Je vais juste rapidement faire un passage en revue de la série de raisons qui nous ont poussés à réfléchir ensemble sur à propos de ce sujet. Donc, très rapidement, notamment pour les nouveaux étudiants on se souvient que Duverger était le premier à avoir réfléchi un peu à ce qu'on appelle le semi-présidentialisme, république semi-présidentielle. Et donc, il avait déjà fixé une série de conditions pour le semi-présidentialisme, 3 éléments. Donc, le premier, c'était le fait que le président de la République soit élu au suffrage universel. Puis, 2, qu'il possède des pouvoirs considérables et finalement qu'il fait face à un président et à des ministres qui possèdent le pouvoir exécutif et gouvernemental et qui ne peuvent rester en fonction que si le Parlement ne s'y oppose pas. Cela nous semble banal, mais c'est finalement, aujourd'hui, on va y revenir, la clé de la solution actuelle de gouvernement en France, parce qu'il y a très peu de systèmes démocratique au monde où le gouvernement ne demande pas au Parlement un vote de confiance en France. La France est l'archétype du semi-présidentialisme. Sans doute, il y a un débat là-dessus. Est-ce que c'est un cas à part, c'est un cas tout à fait particulier, ou c'est justement le cas qui a inspiré les autres cas? En tout cas, la 5e République reste le modèle et a joué un rôle important dans la configuration des systèmes semi-présidentiels, parce qu'il faut s'imaginer qu'à part le système français, il n'y en avait pas. On a eu la Finlande, on a eu le Portugal, mais avant la démocratisation des pays de l'Europe centrale et orientale qui ont choisi en très grand nombre le système semi-présidentiel, il n'y avait quasiment pas de système semi-présidentiel au monde à part les systèmes subventionnés. Donc on est dans la situation où la France a joué le rôle, même si ce n'était pas un cas très spécifique, de système de référence, système semi-présidentiel de référence. Quand on a réfléchi à cette configuration du pouvoir sous la 5e République, on a fouillé dans la littérature, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait 2 choses qui ont été un peu moins étudiées que d'autres. La première, c'est la typologie des relations de pouvoir dans ce triangle entre le président, le Premier ministre et la majorité parlementaire, et puis l'influence qui parfois est très difficile à appréhender des contextes historiques sur les relations entre ces 3 pouvoirs. Donc, pour faire court, le côté constitutionnel, institutionnel, et puis le côté contextuel, y compris la personnalité des présidents.
Alors, pour aller plus loin, on peut étudier cette relation à travers le temps et à travers les cas de figure qui existent au monde, et on constate facilement qu'il y a trois variantes possibles. La première, quand la relation de pouvoir est plutôt entre le président et le Parlement, donc où le chef de l'État a l'avantage puisqu'il contrôle la majorité parlementaire. Il y a quand même des systèmes qu'on appelle Premier ministre-Parlement, où, au contraire, la principale source de pouvoir découle de la capacité du Premier ministre de s'appuyer sur une majorité solide au sein du Parlement, et finalement des systèmes président-Premier ministre, et ces systèmes du point de vue de la légitimité de l'exécutif sont des systèmes assez risqués, où finalement le duo dirigeant détient effectivement tout le pouvoir, pas forcément d'une manière harmonieuse ou équilibrée, il y a des conflits entre les deux parfois, mais quand même ils détiennent le pouvoir, tandis que le Parlement est marginalisé justement parce qu'il est réduit à sa capacité de passer des motions de défiance, et on sait très bien que ces motions de défiance sont très difficiles parfois à faire passer. Alors en France, la Constitution est quand même ambiguë. On a l'article 5, je cite, le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Mais on a aussi l'article 21 qui dit le Premier ministre dirige l'action du gouvernement qui, en vertu de l'article 20, détermine et conduit la politique de la nation. Donc, on a un compromis finalement qui a été établi au moment de la mise en place de la Ve République entre les parlementaristes et les présidentialistes. Ce compromis a été, pour certains auteurs, un compromis dilatoire parce qu'il a repoussé à plus tard un problème tranché qui a vraiment le pouvoir exécutif et qui est le chef réel du pouvoir exécutif. La solution a été jugée acceptable à l'époque, au début de la Ve République. On s'est penché sur ces moments dans notre livre, mais finalement en dissimulant d'une manière parfois intentionnelle les contradictions qui déjà existaient entre les deux visions, entre d'un côté les parlementaristes, pour eux le gouvernement de la Ve restait une émanation de la législature, et donc le gouvernement était responsable avant tout devant le Parlement, et les présidentialistes pour lesquels il était très clair la différence entre la Ve et la IV République était le fait que le président nommait le gouvernement et donc il était le leader incontestable de celui-ci. La légitimité de ces institutions et de ces positionnements, c'est un débat très actuel, comme l'a dit tout à l'heure Yves Palot. Le fait que les deux, le président et l'Assemblée nationale, sont élus au suffrage universel, donne sans doute naissance à un conflit de légitimité dans la représentation, une rivalité historique qui était encore plus forte au temps du septennat, mais qui semble aujourd'hui revenir en force, notamment dans les périodes de cohabitation. Et on sait qu'on a eu 3 longues périodes de cohabitation et puis d'autres de quasi-cohabitation qui ne disent pas leur nom. Alors, la prérogative de dissolution du président est-elle, et là c'est une question centrale qu'on s'est posée aussi, un marqueur de ce qu'on peut appeler l'hyperlégitimité du président? D'un côté, le fait que la dissolution est menée au nom du peuple, le président est élu au suffrage universel par recours à la dissolution pour redonner le mot et la décision au peuple, ou tout au contraire, l'autre interprétation, première, que c'est une institution qui revendique la légitimité, mais qui ne peut pas riposter par des mesures similaires, parce que le Parlement ne peut pas destituer le président si, mais dans des conditions très particulières,
Et on n'a jamais eu, durant la Ve République, en réalité. Les dissolutions les plus récentes, 97 et 2024, et on s'excuse déjà, la dissolution de 2024 n'est pas analysée dans notre livre, justement parce que le livre a vu le jour avant, ou juste avant cette dissolution. C'était pas nous, hein. Oui, mais il ne fallait pas le dire. Voilà, donc ces deux dissolutions suggèrent que cette seconde interprétation, que voilà, il y a aussi un problème de légitimité du président, est aussi une interprétation qui n'est pas totalement farfelue. Alors, les premiers ministres ont eux aussi une légitimité qui est, elle, certes dérivée parce que le Premier ministre est nommé par le président, mais quand même, les premiers ministres trouvent dans la gestion politique courante du pays un terrain très fertile pour acquérir une légitimité à eux, la consolider, et notamment se lancer vers la présidence, ce qui semble être le cas d'une manière assez fréquente sous la Ve République. Et donc, plus le Premier ministre est politique, plus cette réalité existe. Et on va revenir tout de suite sur cela. Donc, toutes ces discussions-là nous ont mené à poser une série de questions, à inviter une série de contributeurs, politistes, historiens, sociologues et autres, à répondre à une série de questions. Quels sont les schémas de fonctionnement et d'interaction les plus fréquents durant la Ve République? Est-ce que la personnalité des présidents, des premiers ministres ou des chefs de file du Parlement influence-t-elle la dynamique du système institutionnel et l'évolution du pays? Non. Comment leurs affiliations idéologiques et partisanes ont-elles affecté leur collaboration? Quelles ont été les conséquences de la dynamique de leurs relations sur la stabilité du pays à la longue? Comment les perspectives du système semi-présidentiel français ont-elles changé après la reconfiguration qui a été brutale mais décisive opérée par le président Macron? Et est-ce que ce nouvel équilibre des pouvoirs va perdurer ou non? Perdurer, je veux dire, après Macron, c'est une question très, très ouverte. Quelle chance a-t-on maintenant avec les projets de l'instauration d'une 6e République, moins présidentielle, plus participative, plus inclusive, plus horizontale, une question aussi d'actualité. Et surtout, quels sont les principaux enseignements à tirer de l'expérience française concernant cette relation très complexe entre les présidents, les premiers ministres et les majorités parlementaires? Et pour répondre à cette série de questions, nous avons invité une série d'auteurs à analyser mandat par mandat, septennat par septennat ou quinquennat par quinquennat, l'ensemble des présidents de la Ve République. Vous avez ici la liste des contributeurs. Vous voyez des contributeurs français et des contributeurs étrangers, surtout roumains. Vous avez aussi des politistes, des historiens, des sociologues parmi ces contributeurs. Et en même temps, chacun a essayé de traiter d'une manière homogène ou comparable le mandat respectif au sein de ce livre, mais en même temps, tout en apportant sa propre contribution, en posant les questions qui devraient être posées vu le contexte historique particulier de la présidence en cause. Et je termine juste pour dire qu'il y a peut-être 3 grandes lignes qui ont été autant de conclusions de cet ouvrage. On a quand même, on s'est rendu compte quand même que l'impact est considérable, l'impact du parcours, du profil et du profil des présidents sur la manière dont ils conçoivent la fonction présidentielle, et ça c'est une question particulièrement importante, mais aussi l'impact de ce parcours et de ce profil sur la manière dont ils gèrent les relations avec le Parlement et avec la majorité parlementaire d'un côté, avec le Premier ministre et le gouvernement de l'autre côté. Donc finalement,
le travail de l'historien, et cela n'en déplaise à Pierre-Emmanuel, le travail est très important finalement ici, donc ce n'est pas uniquement de la science politique aride, institutionnelle de l'État, mais finalement il y a un impact important de ces personnalités sur la dynamique que connaissent les institutions. Après, on a une deuxième conclusion, c'est la désacralisation progressive mais inéluctable du statut du président qui descend, qui n'est plus De Gaulle, pour tout dire. Et on a vu cela au fil des différents mandats, au fil aussi des évolutions des personnalités, des types qui ont de la typologie des présidents de la Ve République. Et aujourd'hui, on est très certainement dans ce processus très avancé de désacralisation de la figure présidentielle. Et finalement, on a quand même aussi une réduction très marquée du rôle des premiers ministres, qui étaient des politiques redoutables et qui ont eu la chance assez souvent de devenir eux-mêmes présidentiables, chefs de leur parti, chefs de file de l'opposition ou de la majorité par la suite, donc des personnalités politiques importantes, et qui depuis déjà quelques bonnes années sont en voie de technocratisation, sont en voie aussi de devenir, pour reprendre une expression qui déjà circulé il y a quelques années, des collaborateurs, des simples collaborateurs des présidents de la République. Donc un système où on voit que l'ensemble des fonctions principales, chef de la majorité parlementaire, Premier ministre et président, ne se retrouvent plus en conformité avec l'intention d'origine de ceux qui ont créé la Ve République, d'où peut-être la réflexion, une fois de plus, sur la possibilité d'aller vers la Sixième République. Voilà très brièvement ce qu'on a essayé de faire, quelles ont été nos questions. Autant de questions qu'on peut adresser à vous aussi après nos interventions. Et je me presse à donner la parole à Pierre-Emmanuel pour compléter. Merci. Alors merci Sergio. Et en fait, je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs, les organisatrices de nous avoir invités aujourd'hui pour cette intervention. C'est absolument époustouflant de voir un public aussi nombreux, aussi attentif, aussi calme et aussi joyeux d'être là, en tout cas, je l'espère. Et je voudrais remercier aussi Sergio énormément parce que, alors je ne dirais pas que c'est un collaborateur, on a compris que c'était un peu entaché comme terme, mais en tout cas, c'est un ami, ça c'est clair, et c'est un maître d'œuvre absolument exceptionnel. Cet ouvrage, je lui dois beaucoup. C'est son idée à l'origine, il l'a porté, il l'a vendu à Palgrave. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Palgrave Macmillan, mais au niveau international, c'est vraiment une référence en politique en particulier. C'est vraiment les handbooks, comme on appelle ça en anglais, donc les manuels universitaires qui sont les plus prestigieux. Donc c'était vraiment une chance de pouvoir travailler avec lui. Et je disais que c'était un maître d'œuvre exceptionnel. Voilà, il arrive à gérer un tas de choses. On se demande vraiment comment il fait. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs Sergio en réalité. Il parle toutes les langues. Vous avez vu à quel point sa maîtrise du français est exceptionnelle. Et puis sa maîtrise de l'anglais l'est aussi. Donc ça a été vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec lui. Donc je profite d'avoir le micro pour pouvoir bien lui rendre ce petit hommage. Plaisir partagé. C'est gentil. Bon, mais on n'est pas que là pour se faire des courbettes entre nous. On est là aussi pour vous expliquer un petit peu la Ve République et son fonctionnement. Sergio l'a bien montré, l'intérêt de cet ouvrage, d'abord, c'est l'interdisciplinarité. Vous avez des historiens, j'en fais partie, vous avez aussi Olivier Sibre, Brian Muller, qui sont aussi des historiens, et puis vous avez des politistes, Sergio, mais aussi Marius Miltrache, j'ai oublié Bernard Lachaise aussi parmi les historiens, Fabrice Hamelin du côté des politistes. Donc il y a vraiment une belle interdisciplinarité dans cet ouvrage. Et ça vous paraît peut-être banal parce que vous êtes en sciences politiques et que vous avez l'habitude de côtoyer des sociologues, des sciences dures aussi, et puis peut-être tout un tas d'autres sciences. Mais en fait, ce n'est pas si facile que ça que d'écrire et de travailler avec d'autres disciplines. Parce qu'on a des points de vue différents, on a une manière d'aborder les choses qui sont très différentes. Les historiens aiment bien raconter des histoires, donc ils ont un style un petit peu littéraire, et puis ils aiment bien les trucs poussiéreux qu'on appelle les archives. Voilà.
Alors les politistes, eux, en général, ils aiment moins les archives, ils n'aiment pas la poussière. Et par contre, ils aiment bien théoriser. Et je trouve que finalement, tout ça mélangé, on fait des très beaux couples, puisqu'on arrive à avoir de la contextualisation très poussée, et en même temps, on arrive à avoir de la théorie, comme a réussi ici à le synthétiser Sergiu dans les conclusions de son PowerPoint. Ça, c'est un travail que je trouve était assez exceptionnel. Le deuxième intérêt de cet ouvrage, ça peut paraître étonnant, mais c'est à ma connaissance la première fois où il y avait un ouvrage de synthèse en anglais sur la Ve République. Pourquoi ? Parce que la France, c'est un peu le parent pauvre des études de sciences politiques et plus généralement de droit constitutionnel à l'international. Parce que des livres de droit constitutionnel ou revenant sur les différentes institutions, d'ailleurs ce livre s'inscrit en fait dans une collection dédiée à ça. Il y avait eu avant les relations entre le président américain et ses majorités. Donc ce n'est pas quelque chose d'inédit. Par contre, sur la France, en fait, il n'y en a pas tellement. Et surtout à l'international. Il y en a en France, mais les Français... c'est un pays d'une taille suffisante finalement pour avoir son propre marché éditorial et souvent les chercheurs français n'ont pas spécialement envie de faire l'effort d'écrire en anglais et de publier en anglais. Donc on publie en français et là des manuels de droit constit, vous en avez plein, des spécialistes de droit constit, vous en avez des tonnes, mais par contre en anglais pas tellement. Et ce qui fait que quand il y a des ouvrages qui essayent de brasser plusieurs pays, de faire ce qu'on appelle des politiques comparées, de comparer les différentes institutions à l'échelle de l'Europe ou même à l'échelle du monde, la France est souvent le grand parent pauvre parce qu'il n'y a pas de Français qui publient en anglais. J'exagère à peine, c'est de plus en plus le cas. Il faut dire aussi que notre niveau d'anglais s'est amélioré et puis vous avez aussi des enseignements en anglais, si, crois-moi. Mais c'est vrai que les Roumains, par ailleurs, ont un certain avantage. C'est d'ailleurs souvent étonnant de voir que tout un tas d'autres pays, souvent plus petits que la France, publient beaucoup plus à l'international, parce qu'ils n'ont pas forcément le même marché éditorial local que les Français qui sont un peu paresseux sur ce plan-là et n'ont pas spécialement envie de publier en anglais. Donc je crois que c'était important qu'on fasse ce livre et du coup j'espère que dans les futures études de politique comparée, l'exemple français sera de nouveau un exemple intéressant à mettre en avant parce que je crois qu'il dit des choses aussi de tout un tas d'autres pays. Ça joue à rappeler comment cet exemple-là finalement a pu servir de modèle pour les pays qui se sont démocratisés suite à la chute du mur de Berlin et suite à la chute du rideau de fer. C'est aussi le cas en Afrique. Alors, toi qui es spécialiste de l'Afrique, tu le sais encore mieux que moi, mais il y a un tas de pays africains qui ont repris ce système semi-présidentiel, créant d'ailleurs souvent des relations très compliquées, parce qu'il suffit que le président et le Premier ministre ne soient plus en accord pour que ça puisse dériver assez rapidement au conflit armé, et ça s'est passé à plusieurs reprises. Dans le même exemple, ce qui faisait dire d'ailleurs à Olivier Rosenberg, le politiste, spécialiste du Parlement, il disait que ces régimes semi-présidentiels, c'est parfois un peu des régimes dangereux, parce que ça crée plus de conflits que les régimes purement parlementaires. Dans les régimes purement parlementaires, la base, c'est le compromis. C'est ce qui se passe en Allemagne. Pendant des semaines, ils négocient des compromis entre les différents partis politiques. Et en général, une fois que c'est fait de manière tellement fine qu'en général, ça tient. En France, il n'y a pas forcément ce système du compromis qui s'élabore. On a pu le voir d'ailleurs récemment dans la composition du gouvernement. Et du coup, les conflits peuvent être rapidement maximisés. Il suffit que les points de vue divergent entre le président et le Premier ministre pour que, assez rapidement, vous ayez du conflit. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit jamais. Et ça expliquera peut-être un peu plus pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a tellement réfléchi avant de nommer un Premier ministre. Est-ce que d'après vous, je vous pose la question, le président peut révoquer un Premier ministre sous la Ve République ? Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Oui ? Sur le papier, non, mais dans la pratique, oui. Ah, en fait, il y a des précédents qui font qu'effectivement, ça paraît compliqué d'imaginer demain un Premier ministre qui restera en position si le président a dit « bon, maintenant, il doit partir ». Je pense que le président ne le dirait pas publiquement, parce que ça serait lui-même se mettre en difficulté, mais effectivement, dans la Constitution, rien ne dit que le Premier ministre doit donner sa démission si jamais le président le lui a demandé. Alors, il y avait des présidents qui ont, je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a fait avec Michel Barnier, qui avaient trouvé un subterfuge. Ils demandaient à leur nouveau Premier ministre de leur signer un chèque en blanc, une lettre de démission. Et donc, lorsqu'ils en avaient marre de leur Premier ministre, c'est ce que faisait François Mitterrand notamment, c'est ce qu'a fait le général de Gaulle avant lui, il demandait à tous leurs premiers ministres de signer une lettre de démission à l'avance. Comme ça, s'il y avait des accords, il y avait un problème, hop, ils sortaient la lettre de démission, ils n'avaient plus qu'à lui dire de signer, voire même elle était signée d'avance, et c'était terminé. Michel Rocard, d'ailleurs, il a repris sa lettre de démission, il l'a corrigée pour bien montrer qu'il avait été viré et non pas
que c'est lui qui était parti de son plein gré. Elisabeth Borne a fait exactement la même chose. Elle a rajouté de démission pour montrer que ce n'était pas de son plein gré qu'elle partait. Mais théoriquement, en fait, vous pouvez avoir demain un blocage institutionnel parce que vous avez un Premier ministre qui ne veut pas partir et vous avez un président qui ne veut plus de ce Premier ministre-là. Sergio l'a rappelé, il y a quand même l'arme de la dissolution qui doit permettre en fait de trouver une solution, puisque dans ce cas-là, le gouvernement forcément est démissionné et les députés repartent devant leurs électeurs. Alors, c'est donc ça qu'on a essayé un petit peu de creuser dans cet ouvrage-là, au-delà des a priori. Parce qu'on pourrait presque dire qu'il y a le texte de la Constitution et on parle souvent de l'esprit de la Constitution, à tel point que finalement on prend une telle distance avec celle-ci qu'elle est même parfois dénaturée. Quand on regarde de très près la Constitution, en réalité, et comme l'a montré Sergio, elle n'impose pas véritablement un régime présidentiel. C'est la suite des événements, c'est la force des exemples qui fait qu'on est arrivé finalement dans un régime de plus en plus présidentialisé et on a l'impression que toutes les décisions sont vraiment prises d'en haut, sont vraiment prises de l'Élysée. Ce que Fabrice a très bien montré dans sa contribution avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque l'ouvrage se terminait en 2022. La question de la réélection plutôt du second mandat, n'a pas été étudiée dans cette partie-là. Mais on voyait à travers notamment le Covid et à travers notamment la question de la sécurité routière, à quel point l'Élysée joue un rôle absolument essentiel dans toutes les prises de décision. Alors qu'encore une fois, si on en revient au texte de la Constitution, Sergio l'a montré tout à l'heure, le président de la République a des pouvoirs, il a des pouvoirs plus importants que dans les régimes précédents. Par exemple, sous la 4e République, le président de la République était pourvu de peu de pouvoirs finalement. Il incarnait l'État, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Il avait un pouvoir de nomination, mais bon, il devait faire avec ce qu'il y avait. Là, sous la 5e République, il a des pouvoirs importants, on a parlé de la dissolution, il est le chef des armées, il a un pouvoir de nomination qui est très important, mais le pouvoir de référendum aussi, qui est un élément absolument essentiel. Mais à part ça, le reste de la politique, c'est de l'ordre du Premier ministre. C'est le gouvernement qui a la charge de cet élément absolument essentiel de notre destin quotidien. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs de ce qu'on appelle le domaine réservé. Ça vous dit quelque chose, le domaine réservé? C'est quoi le domaine réservé? La forêt domaniale. Non, c'est pas effectivement le domaine réservé où on peut chasser toute liberté. Non, ça n'existe plus. La fonction de conseiller aux chasses présidentielles, à ma connaissance, a été supprimée après François Mitterrand. Il n'y a plus de chasse présidentielle. Mais il y a 30 ans, ça existait encore. Il y avait un domaine de chasse autour de Chambord où le président, avec ses amis plus ou moins dictateurs, pouvait aller tirer sur les animaux. Ça paraît un peu scandaleux. Oui. Le domaine réservé, ça veut dire que le président a le droit de choisir certaines choses, par exemple pour l'éducation, dont il est, entre guillemets, le directeur et le dirigeant à la place du Premier ministre ou du ministre appliqué. Alors là, vous êtes carrément macronisé puisque vous le poussez encore plus loin, le domaine réservé. Normalement, le domaine réservé, c'est un truc qui a été inventé en 1959 par Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, c'était un des ténors du gaullisme. Il était maire de Bordeaux et puis il sera par la suite Premier ministre de Georges Pompidou. À l'époque, il était président de l'Assemblée nationale et c'était un ardent défenseur du nouveau régime et du pouvoir du président de la République. Dans la dichotomie qu'a dressée tout à l'heure Sergio entre les parlementaristes et les présidentialistes, lui était clairement du côté présidentialiste. Et donc, il disait en 59, Chaban, le président, en plus des pouvoirs constitutionnels, a le droit, finalement, à une prérogative sur 2 domaines clés, c'est la défense et les affaires étrangères. D'ailleurs, c'est revenu au cours du dernier législative, puisqu'il y a eu des débats entre notamment le RN qui se voyait déjà à Matignon et qui disait mais nous, on n'acceptera pas qu'il y ait un domaine réservé, on voudra aussi diriger la politique étrangère et le domaine de la défense. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien dans la Constitution ne dit que le président de la République a ce domaine réservé, aurait le fin mot sur la défense et les affaires étrangères. En réalité, ça relève du gouvernement. Alors, il y a quelques prérogatives sur ces domaines-là du président. Déjà, il signe les traités, mais ça ne va pas au-delà de ça, normalement. Donc, tout ce qui relève de la politique étrangère, normalement, c'est le ministre des Affaires étrangères, évidemment avec le Premier ministre. Et puis, sur la défense, il est le chef des armées. Mais en même temps, la Constitution est parfois un peu contradictoire, puisque l'article 21, tu l'as rappelé tout à l'heure, donne la responsabilité de la défense nationale au Premier ministre. Donc, si demain, il y a une crise majeure, la France est attaquée, la France est bombardée, c'est le Premier ministre, en fait, qui théoriquement est au premier plan. Donc, vous voyez que
il y aurait cette sorte d'esprit de la Constitution qui se serait petit à petit imposé et qu'on a essayé de traquer finalement dans ce livre en montrant à quel point on a tout au long de la Ve République, par à-coups, un processus de renforcement du pouvoir présidentiel qui fait que ce régime sur le papier, en fait, en réalité, c'est un régime parlementaire, semi-présidentiel, mais c'est un parlementarisme. Ça n'est pas un régime présidentiel comme aux États-Unis, par exemple. Vous avez un président avec des pouvoirs immenses, mais en même temps avec un équilibre des pouvoirs, puisque face à lui, il a un parlement avec des pouvoirs très importants, des prérogatives très importantes. En France, vous avez ni l'un ni l'autre. Vous avez un président de la République avec des pouvoirs, certes, un gouvernement avec des pouvoirs très importants, et puis vous avez un parlement qui a des pouvoirs nettement réduits par rapport à ce qui existe aux États-Unis ou ce qui existe également dans les autres régimes parlementaires européens. Ce qui faisait dire, avec humour, à Georges Pompidou que la Ve République était un système bâtard, et il disait même que c'est pas si mal d'ailleurs, puisque les chiens bâtards, les chiens corneaux, comme on les appelle, sont souvent plus intelligents que les chiens de pure race. Vous voyez que Pompidou arrivait à tourner ça de manière élégante, ce qui ne l'est pas forcément quand on prend ce type d'image-là, un peu racialiste. Donc, on a effectivement un système qui est assez étrange. Alors, comment on a essayé de traquer cette présidentialisation progressive du régime? Moi, je me suis particulièrement occupé de deux chapitres. Le chapitre qui est consacré à François Mitterrand, d'ailleurs, et c'est un gros chapitre parce que c'est le président qui est resté le plus longtemps en fonction. Hein. Vous savez, il a fait 2 mandats à une époque où on était au septennat, et 2 x 7, ça fait 14. Bravo. On voit que les sciences dures ont été bien intégrées par ces élèves de l'IEP. Donc, il y a effectivement 14 ans de règne, entre guillemets, de François Mitterrand, qui ont été assez décisifs parce que, au départ, les socialistes et plus généralement la gauche, d'après vous, ils ont quelle vision des institutions? Ils sont plutôt favorables au régime présidentiel ou plutôt favorables au régime parlementaire? Plutôt parlementaire. D'ailleurs, on le retrouve en partie en germe aujourd'hui. C'est du côté de la gauche qu'on réclame une réforme des institutions. Tu as parlé tout à l'heure de l'idée de 6e République. C'était déjà le cas en fait avant. C'était même encore plus le cas avant. Et tout au long des années 70, les socialistes, ils réclament de revenir à un régime parlementaire et d'en finir avec, alors pas forcément avec la Ve République, mais en tout cas d'assouplir très nettement le système parlementaire, notamment en mettant de la proportionnelle, en laissant beaucoup plus de place au gouvernement et surtout en laissant beaucoup plus de place au Parlement dans sa capacité d'action et de décision. Et donc François Mitterrand, il est théoriquement porteur de ça lorsqu'il arrive au pouvoir en 1981. Sauf qu'en fait, il ne va pas du tout aller dans ce sens-là. Et il va même plutôt conforter le caractère présidentialiste du régime. Il va complètement s'installer dans la lignée du général de Gaulle. Déjà, dans ses prises de décision, lui va totalement absorber le domaine réservé. Et ça, on le verra en particulier pendant la première période de cohabitation avec Jacques Chirac, puisqu'au départ, Jacques Chirac, quand il devient Premier ministre en 86-88, il veut aussi contrôler ces domaines-là. Il ne veut pas céder au président de la République. Mais François Mitterrand va lui mener une telle bataille qu'il va être obligé de céder. Et à la fin, c'est clairement le chef de l'État qui l'a emporté et qui s'est saisi d'un domaine où, encore une fois, constitutionnellement, il n'a pas forcément de prérogatives. Vous retrouverez sur Internet, alors c'est dommage, je ne vous ai pas mis le lien, mais vous retrouverez facilement une vidéo où ils sont tous les deux à Tokyo, où ça a d'ailleurs rendu fou les Japonais parce qu'ils n'avaient jamais vu de cohabitation. Et les Japonais, vous savez qu'ils ont un protocole assez serré. Et là, on leur dit, pour la France, il y aura 2 sièges. Ils n'avaient pas prévu ça comme ça. Donc finalement, ils ont réussi à rajouter un siège. Alors, il a quand même fallu que Chirac arrive le lendemain pour pas que ce soit trop le boxon. Et par ailleurs, ils font une conférence de presse commune où Mitterrand humilie Chirac. C'est-à-dire qu'un journaliste qui veut poser une question à Chirac pour vérifier qu'il soit bien sur la même longueur d'onde. Et Mitterrand le coupe et dit non, mais attendez, ici, la France ne parle que d'une seule voix. Je suis le président de la République, je parle au nom de la France. Et donc Chirac sourit à côté mais ne dit rien. C'est Mitterrand qui a gagné. C'est aussi une bataille de communication entre les deux, et on verra si avec la semi-cohabitation qu'on a à l'heure actuelle, on retrouvera quelque chose de la même ampleur. Donc Mitterrand, en fait, il ne va pas du tout assouplir le régime dans un sens parlementariste. Au contraire, il va notamment beaucoup appuyer, alors tu as parlé de désacralisation, lui va beaucoup appuyer dans un sens de la sacralisation de la fonction présidentielle, en cela renouant un petit peu avec le général de Gaulle, notamment par la communication, tout ce qu'on a retrouvé chez Emmanuel Macron, l'idée de Jupiter, du maître des horloges, en fait, tout ça, ça a été inventé à l'origine pour François Mitterrand. Sacraliser la fonction présidentielle, montrer que Mitterrand est, entre guillemets, Dieu
À l'époque, il était caricaturé comme Dieu, parce qu'il était censé être omniscient et prendre toutes les décisions à la place des autres. Donc la communication a été un élément essentiel de cette sacralisation de la fonction présidentielle avec François Mitterrand. Deuxième chapitre dont je me suis occupé, c'est celui de François Hollande. Alors là, il est un peu aux antipodes de François Mitterrand, malgré leur prénom commun, puisque le deuxième François II, lui, va être au contraire confronté, dans un système quinquennal désormais, eh bien, à une déliquescence extrêmement avancée de la fonction présidentielle. C'est en fait un phénomène assez inédit où vous avez un président de la République qui déjà en seulement 3 mois va devenir impopulaire. La courbe des sondages se croise après seulement 3 mois de présidence. En gros, il se passe l'été et arrive la rentrée et bam, il est déjà impopulaire. Et puis, surtout, un président de la République qui finalement ne peut pas se représenter. Parce que François Hollande a dû renoncer eh bien, à sa candidature à l'élection présidentielle. Même si Nicolas Sarkozy était très impopulaire à la fin, il a quand même pu se représenter. Il est d'ailleurs passé à 2 doigts de l'emporter. À la fin, ça se joue à 5 points. Donc, ce n'est pas non plus un écart massif. Les sondages annonçaient des écarts au début à 15-20 points de différence entre le candidat de la gauche et le candidat de la droite, donc Nicolas Sarkozy. On parlait même d'ailleurs de le remplacer par François Fillon à la fin. Finalement, ça n'a pas été le cas. Il est allé jusqu'au bout et il est passé pas très loin eh bien, de l'emporter pour un deuxième mandat. Là, François Hollande ne sera pas confronté à la même situation. Il est tellement impopulaire qu'il ne peut pas se représenter. Alors, comment expliquer cette déliquescence tout d'un coup eh bien, d'un quinquennat et de la présidence de François Hollande? Moi, je l'explique par 3 grands facteurs. Alors, il y a des causes internes à lui-même, à son gouvernement, et puis il y a aussi des causes externes. Ce n'est pas que sa faute à lui. Du côté des causes externes, il y a déjà eh bien, des éléments qui sont liés à la situation économique. Il ne faut jamais oublier qu'un destin politique se joue, et un gouvernement se joue en bonne partie aussi sur des conditions socio-économiques. En gros, si vous avez de la croissance, si vous avez une baisse du chômage, eh bien, c'est plus facile d'être populaire et d'avoir une assise sociale importante. À chaque fois que vous avez eu des situations de croissance, les présidents ont plutôt été réélus. Ce n'est pas du tout le cas de ce qui va se passer avec François Hollande. En fait, la fameuse inversion de la courbe des chômages, elle arrive dans les tout derniers mois de son quinquennat, à un moment donné où il a déjà abandonné de se représenter. Donc, la situation économique va plutôt être dure. En fait, c'est les conséquences de la crise de 2008 qui sont arrivées en France à une échéance un petit peu plus longue. Donc, il y a cette question économique qui est absolument essentielle. Et en plus, lui avait tout axé là-dessus. Si encore, il avait essayé de mettre en avant d'autres thématiques, une réforme des institutions, mais non, il avait vraiment tout axé là-dessus dès le départ. Souvenez-vous, il y a eu l'histoire, vous étiez jeune à l'époque, mais l'histoire de la boîte à outils notamment, il s'était présenté comme le maître de la boîte à outils. Il avait toute une série de tournevis qui allaient réparer la situation économique. Bon, en fait, sauf que ça ne venait pas, l'économie ne redémarrait pas, et donc tout ça apparaissait comme un gigantesque flop. Il y a un deuxième facteur, c'est le délitement de son propre parti. Là aussi, séquence inédite. François Mitterrand avait dirigé son parti pendant des années. Il était le vrai chef des socialistes. Et à chaque fois qu'au sein du Parti socialiste, durant sa présidence, il y a eu des tentations de frondeurs, comme on les a appelés sous François Hollande, à chaque fois, François Mitterrand, il a remis de l'ordre. Il a dit, mais souvenez-vous, grâce à qui vous êtes là? C'est grâce à moi. Enfin, pas moi, mais François Mitterrand. Et à chaque fois, ça a très bien marché. François Hollande n'avait pas forcément la même légitimité. Certes, il a été le dirigeant lui aussi des socialistes pendant 10 ans, mais au sein finalement de la cour de ce qu'on appelait les éléphants. C'est-à-dire qu'il était un des ténors du Parti socialiste, mais n'a jamais vraiment été eh bien, le tout-puissant fondateur et dirigeant de ce parti-là. Et ça s'est vu assez rapidement. C'est-à-dire que dès le départ, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault s'est parti dans tous les sens. Vous avez eu des personnalités très fortes qui se sont imposées, si fortes qu'elles ont quasiment réussi à imposer eh bien, le second Premier ministre de François Hollande, c'est-à-dire Manuel Valls. Parce que c'est aussi une des curiosités et sans doute une erreur grave de François Hollande, c'est qu'en général, eh bien, pour la deuxième partie d'un mandat, on essaie de trouver un Premier ministre qui soit plutôt un personnage assez lisse. Tu as parlé tout à l'heure de technocrate, quelqu'un en gros qui ne va pas gêner le président, notamment en vue de sa réélection. Souvenez-vous quel a été le deuxième Premier ministre d'Emmanuel Macron? C'était qui? Ah, vous l'avez déjà oublié. Un monsieur avec un gros accent qui cherchait ses lunettes. Oui, c'est Jean Castex. Eh bien, Jean Castex, justement, c'était le profil du technocrate, c'était un énarque, certes, c'était un maire
d'une petite ville. Mais voilà, le gros de son profil, et surtout, c'était un inconnu du grand public. Il venait juste d'être ministre du déconfinement. Bon, c'était récent, ça passait un petit peu inaperçu. Donc, c'était quelqu'un qui a été tiré vers le haut et qui a été poussé ainsi à une fonction extrêmement prestigieuse. Donc, il devait tout à Emmanuel Macron. Il n'avait pas l'ambition de lui succéder en 2022. Ça, c'était assez clair. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'a pas une ambition. D'ailleurs, tout le monde a un peu une ambition. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Donc, il n'allait pas gêner Emmanuel Macron. Mais François Hollande, il a fait la décision contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher un Premier ministre qui serait un technocrate et qui lui préparerait le terrain pour la prochaine présidentielle, en fait, il a installé à Matignon un rival. C'est Manuel Valls. Un rival et en plus quelqu'un d'extrêmement clivant au sein de son propre parti. Au lieu d'essayer de ressouder son parti derrière lui, il a installé à Matignon quelqu'un qui était donc un rival et en plus de ça, quelqu'un qui était extrêmement marginal dans son propre parti puisqu'il incarnait du Parti socialiste. Donc, sans vouloir évidemment réécrire l'histoire, mais c'était relativement déterminé qu'on allait aller au clash et qu'on allait aller au conflit qui a finalement eu lieu. Alors, là-dedans, s'est invité un troisième acteur, c'est Emmanuel Macron. Alors lui, il ne l'avait pas forcément vu venir, mais qui, de sa position stratégique de ministre de l'économie, est devenu un troisième rival. Et ainsi, les deux ont empêché finalement François Hollande de prétendre à une réélection. Pardon. Donc, il y a des raisons qui sont extérieures, il y a aussi des raisons qui sont liées à des échecs stratégiques. Alors, j'ai parlé de cette question de la nomination du Premier ministre. Il y a eu aussi, de la part de François Hollande, une non-adaptation au régime, ce que j'appellerais le régime communicationnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas bien compris qu'avec Nicolas Sarkozy, le système médiatique avait complètement changé. Nicolas Sarkozy a été un hyper-président assumé. Il a poussé la présidentialisation à un niveau qui n'avait jamais été vu jusque-là. La formule qu'a qualifié François Fillon, son Premier ministre, de simple collaborateur. En France, vous savez que ça a quand même une double charge. Hein. Ça a aussi une charge mémorielle qui renvoie un peu à Vichy. Donc, c'est vraiment pas du tout positif comme terme. C'était extrêmement humiliant de l'utiliser à l'égard de François Fillon. Donc, il a poussé la présidentialisation très, très loin. Et François Hollande n'a pas compris cette double dynamique. Déjà parce qu'il a voulu être un président à la François Mitterrand, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de la mêlée, qui laisse ses premiers ministres faire, qui laisse ses premiers ministres gouverner. Avec un Jean-Marc Ayrault, ça a donné lieu finalement à cette division, un gouvernement qui est parti dans tous les sens, avec un Manuel Valls qui finalement était quasiment un Premier ministre bis dès le départ, mais vous aviez aussi un autre Premier ministre bis en la personnalité de... Comment il s'appelle déjà, qui était ministre du redressement productif, Montebourg, merci, qui lui aussi a tiré le gouvernement, alors plutôt du côté de la gauche, et donc tout ça faisait un gouvernement qui ne parlait pas d'une seule voix. Donc il n'a pas très bien compris finalement ce nouveau jeu institutionnel qui s'était renforcé avec Nicolas Sarkozy et qui est aussi lié à l'émergence du quinquennat. Parce que dans ce processus qu'a décrit Sergio, il y a aussi des ruptures, il y a aussi des événements qui vont renforcer ce processus-là. Et il y en a un absolument décisif, c'est le passage du septennat au quinquennat. Parce que quand vous avez un président qui est élu pour 7 ans, il a l'avenir devant lui. Il peut voir très 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 loin. Et surtout, ça veut dire qu'il aura, durant son mandat, des élections législatives. Et donc potentiellement une cohabitation. Et ça change le jeu institutionnel. Avec l'arrivée en 2000 du quinquennat, la réforme constitutionnelle, déjà, ça devient très peu probable que vous ayez une cohabitation. Alors, je vais y revenir parce que Emmanuel Macron a réussi à montrer que c'était quand même possible. Et puis, vous avez également le fait que désormais, le président de la République, devient le chef de facto de la majorité. Selon la Constitution de la Ve République, le président, il est un peu au-dessus de la mêlée. Hein. Le général de Gaulle refusait absolument d'être renvoyé à sa propre majorité, à son propre parti. Il disait qu'il était au-dessus des partis. Il incarnait la France de toute éternité. Il n'incarnait pas un parti politique. Il a d'ailleurs toujours refusé de recevoir des membres de sa majorité à l'Élysée, de même qu'il a toujours refusé que son parti fasse campagne pour lui. Les gaullistes ne peuvent pas faire campagne avec l'image du général de Gaulle, et lorsqu'en 1965, il se représente à la présidence, il refuse que son portrait soit sur les affiches de campagne. Ils sont obligés de montrer une petite Marianne qui incarne justement cette République en train de grandir,
au bout de 7 ans et non pas le portrait du général de Gaulle, parce qu'il refuse d'être assimilé à sa majorité. De facto, quand vous avez un président qui est élu en même temps que les députés, et que tous les députés lui sont redevables puisqu'ils ont été élus avec son étiquette, ben forcément, le président devient le chef de la majorité. Et ça, Hollande n'a pas voulu totalement l'assumer, et ça a mené à la fronde de son propre parti contre lui. Donc une non-adaptation au régime médiatique, un président qui veut rester lointain, qui ne veut pas se saisir de toutes les occasions, qui refuse d'être un hyper-communicant comme l'était Nicolas Sarkozy, et en même temps une non-compréhension justement du fait qu'avec le quinquennat, on est rentré dans autre chose, on est rentré dans l'ère de l'hyper-président avec Nicolas Sarkozy, et puis en fait avec Emmanuel Macron, Fabrice montre bien aussi cette hyper-présidentialisation du quinquennat d'Emmanuel Macron. La crise Covid a été là-dessus un élément absolument décisif. Toutes les décisions se sont prises dans ce qu'on a appelé le Conseil sécurité sanitaire, le Conseil sanitaire, qui en fait était la réunion du chef de l'État, d'une série d'experts en santé et du Premier ministre, plus le ministre de la Santé. Et donc c'est ce petit cercle qui a pris toutes les grandes décisions essentielles. Donc c'est ces deux quinquennats qui m'ont, ces deux grands mandats, celui de François Mitterrand et celui de François Hollande, que j'ai pu développer dans cet ouvrage. Si j'ai encore un peu de temps, oui? Non? Oui. Eh bien, je voudrais vous parler des cohabitations, parce que c'est mon autre grand dada, et je crois aussi que c'est un élément absolument essentiel. Essentiel parce qu'on pensait que les cohabitations, ça avait définitivement disparu. Je vous parlais tout à l'heure de la réforme constitutionnelle de l'an 2000. Cette réforme, elle était théoriquement censée mettre fin au système de la cohabitation. Alors, la cohabitation, c'est quoi? C'est quand vous avez un président de la République qui est élu, qui est déjà en fonction, et puis il est battu aux législatives, et vous avez une majorité parlementaire d'un parti adverse. Et donc, on est obligé d'avoir cette situation où vous avez les deux en présence. Alors au début, lors de la première cohabitation, il y en a certains qui ont appelé François Mitterrand à démissionner, puis finalement il n'a pas démissionné, et on s'est habitué à ce système-là, à tel point qu'il y en a eu 3, 86-88, 93-95, et celle avec Chirac-Jospin, 97-2002. Celle-là a duré 5 ans, toute une législature. C'est donc très long, et ça a profondément marqué les esprits. Donc on a voulu y mettre fin, les députés et la majorité de l'époque, ainsi que Jacques Chirac d'ailleurs, ont voulu mettre fin à ce système en imposant désormais un mandat plus court du président de la République, élu pour 5 ans, et qui corresponde au mandat des députés, avec tout ce que ça a pu entraîner en termes de présidentialisation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, cette cohabitation, on pensait donc qu'elle avait disparu, mais avec la dissolution de juin dernier, ça a provoqué de nouvelles élections et du coup une majorité qui était très différente, où l'ancienne majorité d'Emmanuel Macron se retrouve minoritaire dans la nouvelle Assemblée nationale. Alors, certes, Michel Barnier a dit l'autre jour, si vous avez regardé son interview sur sur France 2, Michel Barnier a dit que ça n'était pas une cohabitation. Ça n'est pas une cohabitation, sachez-le, puisque effectivement il a essayé de monter une majorité parlementaire dans laquelle vous avez des LR, vous avez l'ancienne majorité, donc Renaissance, et puis potentiellement quelques autres députés qui viendraient de différents courants en soutien. Le fait est que la Ve République est quand même un système assez malléable, assez souple, et qui permet en fait depuis l'origine de gouverner sans avoir une majorité absolue, ça c'est clair, avec une majorité relative. Elisabeth Borne l'a montré, alors à gros coup de 49-3, mais c'est possible. Mais Michel Rocard l'avait fait aussi précédemment, il n'avait pas de majorité absolue lui aussi. Et puis ça permet aussi de gouverner même si vous n'avez pas de majorité du tout. En fait, c'est déjà arrivé dans l'histoire, ce n'est pas une situation totalement inédite. En 1958, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il n'a pas de majorité absolue. En fait, il gouverne avec d'autres partis, il a une grande coalition qui va de son propre parti jusqu'à la gauche, puisque la SFIO de Guy Mollet, au départ, le soutient, en passant par les radicaux et en passant également le plus gros parti de droite à l'époque, on l'a complètement oublié, mais c'est le CNIP, le parti des paysans, des cadres, des campagnes, etc. Centre national des indépendants et des paysans, CNIP, qui existe toujours, mais qui doit être un micro-parti, aujourd'hui d'extrême droite, je crois, qui doit être allié du Rassemblement national. Voilà.
Donc, vous avez cette sorte de majorité extrêmement composite. Et d'ailleurs, on parlait de la question de la censure tout à l'heure. Le seul moyen de faire tomber un gouvernement sous la Ve République, c'est effectivement la motion de censure. Et il y en a eu une quand même sous la Ve République de motion de censure. C'était quand? Oui. C'est la motion de censure contre Georges Pompidou, Exactement. Donc en 1962, le général de Gaulle veut que désormais le président de la République soit élu au suffrage universel. Ce n'était pas prévu par la Constitution au départ, puisque la Constitution, comme l'a rappelé Sergio, était un compromis entre les parlementaristes et les présidentialistes. Et donc, le président devait rester un peu souverain, mais ne devait pas être élu directement par le peuple. C'était vu comme un peu populiste. Puis ça rappelait aussi l'époque de Napoléon III, qui au départ était élu président de la République au suffrage universel. Donc on voulait éviter ça quand même, et au départ, ce n'était pas dans la Constitution de 58. Mais le général de Gaulle l'a voulu pour renforcer sa légitimité et renforcer la légitimité de ses successeurs. Et ça a créé une crise grave, parce que les partis qui composaient sa majorité étaient absolument contre, en particulier les radicaux, les socialistes. À droite, le MRP, c'était les ancêtres de François Bayrou, ils étaient aussi contre cette idée d'un président élu directement par le peuple. Nous, ça nous paraît bizarre, parce que c'est quand même devenu le cœur finalement de notre jeu démocratique, mais à l'époque, ça ne passait pas aussi bien que ça. Et donc, il a fallu un référendum, et il a fallu aussi que le général de Gaulle force la main des autres partis. Sauf que ça n'a pas plu du tout à tous ces partis, qu'ils se sont coalisés et qu'ils ont réussi à adopter la seule motion de censure qui a été finalement adoptée, et le gouvernement de Georges Pompidou a dû démissionner. Le pauvre Pompidou, il venait juste d'arriver, il n'avait jamais été ni député ni ministre, et boum, il se prend une motion de censure. Alors le général de Gaulle, pour bien montrer que désormais c'était lui le chef, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'Assemblée nationale, en gros, débrouillez-vous, vous allez tous retourner devant vos électeurs, et il renomme immédiatement Georges Pompidou Premier ministre, pour bien montrer qu'il ne tient pas son pouvoir du Parlement, mais il tient son pouvoir uniquement du peuple, et qu'il est un président souverain. Donc vous voyez que la présidentialisation du régime, elle était quand même déjà là en germe dès cette époque-là. Donc, vous avez un système qui peut fonctionner sans véritable majorité, si évidemment, il n'y a pas de motion de censure à la clé, et ça passe par des compromis entre les différents groupes parlementaires. Alors, le système de la cohabitation, il est intéressant parce qu'il montre justement que la Constitution, la vraie, pas l'esprit de la Constitution qui flotte dans l'espace-temps, mais la vraie Constitution, en réalité, elle n'est pas si présidentialiste que ça. Parce que là, le président, il a été battu dans les urnes et il est bien obligé de laisser son gouvernement fonctionner. Et ça sera le cas lors de ces 3 cohabitations. Le Premier ministre, pour le coup, n'est plus un simple collaborateur, mais c'est vraiment le chef du gouvernement et le chef de l'exécutif. Alors, il y a eu néanmoins des conflits. Je parlais tout à l'heure de la question des affaires étrangères, où finalement François Mitterrand a réussi à imposer finalement sa ligne directrice, son dernier mot. Il y a eu également sur le domaine de la défense, où là les 2 premiers ministres, gouvernement et président de la République ont essayé de trouver des compromis, parce que c'est quand même un élément absolument essentiel, et c'est la sécurité de l'État qui est en cause. Donc les compromis étaient nécessaires, ils n'ont pas été si compliqués. Il faut dire aussi que c'était une époque où sur les 2 domaines, la politique étrangère et la défense, malgré le conflit droite-gauche, parce que c'était ça le conflit dominant à cette époque-là, il n'y avait pas de différence notoire. Les 2 étaient plutôt gaullistes, c'est-à-dire affaires étrangères, indépendance de la France dans la guerre, alors certes dans le bloc de l'Ouest, mais indépendance de la France dans la guerre froide, et sur le point de vue de la défense, sécurité nucléaire. En gros, nous avons l'arme atomique et nous l'utilisons comme une arme de dissuasion. Et nous n'entendons pas abandonner cette arme aux institutions européennes ou à un accord avec la Grande-Bretagne. Donc on maintient cet élément-là. Et que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Lionel Jospin, que ce soit François Mitterrand ou Édouard Balladur, ils étaient tous d'accord sur ces grandes lignes directrices. Là, si demain il y avait une cohabitation, comme on a pu l'envisager avec le RN lors des législatives, on voyait très clairement que ça n'était plus du tout la même situation. Parce que vous avez sur ces 2 domaines-là, la défense et les affaires étrangères, surtout sur les affaires étrangères, vous avez quand même des vues qui sont aux antipodes. Entre Emmanuel Macron, qui se veut européen, qui veut renforcer la construction européenne et qui soutient fermement l'Ukraine, et puis le Rassemblement national qui a des positions différentes sur ces sujets-là. Donc là, la situation serait beaucoup plus compliquée. Et à voir qui finalement voudrait imposer son dernier mot. Alors si, certes,
la cohabitation montre eh bien, que le Premier ministre, que la Ve République est un régime parlementaire et primo-ministériel, eh bien, c'est quand même intéressant de voir que tous les premiers ministres, finalement, ont accepté de céder face au chef de l'État. Quand le chef de l'État a dit « je ne céderai pas et je refuse eh bien, de valider tel ou tel acte », ça a été le cas de François Mitterrand. Je vous ai parlé des affaires étrangères, mais il y a aussi les ordonnances. En juillet 1986, eh bien, Jacques Chirac veut privatiser tout un tas d'entreprises. À l'époque, le gouvernement Chirac se veut un peu le Reagan à la française. Donc, néolibéralisme, privatisation massive. Sauf que pour François Mitterrand, c'était attaquer tout son bilan économique depuis 1981. Et donc, il refuse de signer les ordonnances. Sauf que la Constitution dit quoi? La Constitution dit le président signe les ordonnances. Il ne dit pas le président signe ou ne signe pas les ordonnances, suivant son bon vouloir. Non, normalement, il est obligé de signer. Et là, François Mitterrand s'arrange un peu avec la Constitution en disant « je ne les signerai pas ». Jacques Chirac aurait pu aller au clash. Il lui dire « non mais écoutez, maintenant, vous les signez, vous n'avez pas le choix ». Et donc, Jacques Chirac cède et il va faire ça en utilisant la voie parlementaire. En gros, il va faire des lois qui vont permettre finalement ces privatisations. Donc, il accepte de céder face au chef de l'État. De même, Édouard Balladur fera la même chose et Lionel Jospin acceptera aussi de céder sur certains aspects. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre, même s'il est en position de force, accepte de céder face au chef de l'État? Eh bien, parce que tous ces premiers ministres, qu'est-ce qu'ils voulaient, d'après vous, après être Premier ministre? Ils ambitionnaient tous d'être président de la République. Et quand vous ambitionnez d'être président de la République, la dernière chose à faire, c'est d'amoindrir la future fonction que vous voulez occuper. Donc, s'ils avaient remporté leur duel avec le chef de l'État, ça aurait aussi signifié que le président était dévalorisé et qu'eux-mêmes, lorsqu'ils l'auraient été, alors il y en a quand même 2 d'entre eux qui ne l'ont jamais été, mais eh bien, ils auraient été des présidents, mais des présidents un peu fallot, amoindris par rapport à ce qu'étaient leurs prédécesseurs. Alors, je voudrais terminer, puisqu'on parlait du choix des premiers ministres et à quel point c'est important, pour vous présenter un élément sur lequel je travaille, alors qui n'est pas dans le livre. C'est en fait une typologie des premiers ministres. Et j'ai essayé en fait de classer un petit peu les premiers ministres en fonction de leur profil. Parce qu'on a dit qu'il y a quand même des premiers ministres, comme on le disait avec Jean Castex, qui sont plutôt des personnages secondaires et qui du coup ne sont pas trop gênants pour le président de la République. C'est ce que moi j'ai appelé en fait des premiers ministres favoris. C'est-à-dire qu'ils ont été choisis, ils ont été poussés vers le haut par le président de la République et en fait ils dépendent intégralement du président de la République. Castex n'est pas le seul dans l'histoire politique de la France. Oui, il faut bientôt que je finisse, j'y arrive, mais ma typologie, elle est vite finie. Donc, il y a eu Georges Pompidou. Alors, après, il s'est autonomisé, il est même devenu président de la République. Mais au départ, il venait de nulle part du point de vue politique. Il n'avait aucune ressource. Il n'avait pas de parti politique. C'était un collaborateur du général de Gaulle. C'était un normalien, c'était un homme de lettres. Il n'avait jamais été député, il n'avait même jamais été ministre. On pourrait aussi mettre dans cette catégorie en partie Laurent Fabius. Alors, lui avait des ressources politiques, mais il a été propulsé plus jeune Premier ministre. Ça, il dépendait complètement du président François Mitterrand. Il y aurait une autre catégorie de premiers ministres, c'est ce que j'ai appelé les maîtres d'œuvre. Les maîtres d'œuvre, c'est souvent des premiers ministres de début de mandat, qui eux ont souvent des ressources politiques assez importantes. Ce sont des élus locaux et ils ont pour fonction en fait de mettre en œuvre le programme du président de la République. Et souvent d'ailleurs avec un assez grand équilibre entre les deux, entre le numéro 1 et le numéro 2, entre le chef de l'État et le Premier ministre. Comme exemple, vous avez Pierre Mauroy, par exemple. Pierre Mauroy, il n'est pas né de la dernière pluie quand il devient Premier ministre. Il a été maire de Lille pendant des années, il a été au PS de toute éternité, et il arrive avec de très grandes ressources, avec pour fonction de mettre en œuvre le programme de François Mitterrand. Et il va y arriver sans trop de difficultés. Jean-Pierre Raffarin pourrait aussi être classé dans cette catégorie. Vous avez une troisième catégorie de Premier ministre, c'est ce que j'ai appelé les alliés. Là, c'est un peu plus compliqué pour le président. C'est des présidents qui sont nouveaux, par exemple, et qui n'ont pas forcément une assise politique extrêmement importante. Et donc, pour asseoir leur majorité, ils doivent nouer des compromis avec d'autres gens, qui eux aussi ont des ressources politiques importantes qu'ils vont leur apporter. Ça a été le cas, par exemple, d'Édouard Philippe. Édouard Philippe venait de la droite, et ça permettait à Emmanuel Macron, au tout début de son mandat, qui venait du centre-gauche, de dire « Regardez, je couvre tout le centre ». De la gauche socialiste jusqu'à la droite juppéiste, puisque Édouard Philippe était un proche d'Alain Juppé. Édouard Philippe avait en plus de l'expérience politique, il avait été député et il était maire du Havre. Donc ça, c'est les alliés. Sauf que les alliés, ça peut rapidement être dangereux. Exemple type, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, c'était un allié
Il a été nommé parce que François Hollande espérait qu'il lui apporte un soutien plus fort au sein du PS et plus de dynamisme, mais à la fin, il a fini par se retourner contre lui. Ça, ce n'est pas un phénomène inédit. Jacques Chaban-Delmas avait aussi représenté une menace pour Georges Pompidou, par exemple, ou aussi Michel Rocard avait été viré parce que François Mitterrand le considérait comme menaçant pour la suite de son septennat. Enfin, il y aurait une dernière catégorie de premiers ministres, c'est évidemment les premiers ministres de cohabitation. Parce que là, c'est une situation tout autre. C'est des premiers ministres avec beaucoup de pouvoir, avec des pouvoirs très importants, et qui sont en fait les véritables chefs de l'exécutif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je m'arrête là-dessus, et évidemment, on est ouvert à toutes vos questions, suggestions, remarques, critiques à l'égard de ma typologie, etc. Merci à vous pour votre attention. La parole est à la salle. On savait que Jean Lassalle était là. Jean Lassalle est dans la salle. Oui. Bon, on va se marrer. J'aimerais vous poser une question concernant le quinquennat de François Hollande. Selon vous, il y a beaucoup d'experts qui ont parlé de communicationnel. Sûrement investir. Selon vous, est-ce que c'est la partie principale qui lui a apporté préjudice? Et on pourrait parler d'autres éléments. Conséquent dans la critique qu'on peut lui faire aujourd'hui. C'est moi qui réponds, c'est ça? Oui. Alors, c'est un élément important, mais je ne crois pas que ce soit la partie principale. Je pense que même s'il avait loupé sa com, mais qu'il avait réussi sa politique économique, en fait, que la croissance aurait été là, je pense qu'il aurait été quand même réélu. Je crois quand même, en bon marxiste, que les données socio-économiques sont un élément lourd en fait, de l'explication du champ politique. Pas définitif, ça n'explique pas tout, mais ça explique quand même pas mal de choses. Donc, la communication, ça a pu peser évidemment, et là-dessus, il a fait des erreurs notoires, alors j'en ai donné quelques-unes, mais un élément assez symbolique, c'est que, en fait, il avait une super équipe de campagne numérique pendant la présidentielle et qui avait vraiment réussi à dominer celle de Nicolas Sarkozy, notamment sur Twitter. Il avait beaucoup utilisé Twitter, alors c'était un autre Twitter que celui d'aujourd'hui de X, mais il avait vraiment réussi à faire une bonne campagne là-dessus. Et quand il devient président, la première chose qu'il fait, c'est qu'il clôture son compte Twitter. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a un journaliste, Paul Laroutourou, qui spécialise justement de ces questions numériques, qui lui dit « Mais pourquoi vous avez fait ça lors d'une conférence de presse ?» Et là, François Hollande se moque de lui en lui disant « Mais le président n'a pas à communiquer sur Twitter. » Et il y a tout l'aéropage journaliste qui se marre. En fait, la question était extrêmement pertinente parce qu'il n'avait visiblement pas compris qu'une partie de la communication politique, désormais, se faisait très largement sur le numérique. On voulait toucher la plus jeune génération. Après, il s'est rattrapé, ils ont réussi à mettre en œuvre un staff beaucoup plus étoffé. Mais voilà, ça montrait quand même une absence de compréhension de cet élément-là qui était notoire. Et puis après, même dans son... Il a en partie été tué par la presse, François Hollande. Hein. Souvenez-vous, la sortie du livre « Un président ne devrait pas dire ça », qui en fait était censé être un peu un ouvrage, comme avait pu le faire François Mitterrand. Il y avait eu ce qu'on appelait la décennie Mitterrand, où en fait, tout au long de ces deux septennats, il y avait des journalistes qui venaient l'interviewer. Et donc, Hollande, qui est quand même de la génération à avoir connu, qui est un bébé Mitterrand, hein, en quelque sorte, voulait imiter la même chose. Sauf qu'il n'avait pas compris que désormais, les journalistes n'étaient plus au service d'eux. Et donc, vous voyez très bien faire un beau coup médiatique avec ça. Et donc, ils ont repris tout un tas de ces propos, dont certains étaient vraiment problématiques. Alors, il y avait des secrets de défense qui étaient révélés, mais il y avait aussi des propos dénigrants à l'égard de son gouvernement, à l'égard même de footballeurs. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. En bref, ce livre, c'était un peu un torchon où il disait un tas de choses qu'il n'était pas censé dire, d'où le titre d'ailleurs. Et ça s'est carrément retourné contre lui, parce que c'est ça qu'a utilisé Manuel Valls pour lui mettre le dernier coup de poignard et dire bon, ben maintenant, je vais me présenter, y compris contre lui, quoi. Donc ça aussi, ça a été une erreur grave. Il n'a pas compris comment fonctionnaient les journalistes dans le monde moderne, et en plus en passant au-dessus de son staff de communication. Parce qu'il avait un staff de com très fourni. Hein. L'Élysée a toujours quelque chose là-dessus, avec plusieurs personnes, plusieurs attachés presse, un directeur de la communication, un directeur de la communication numérique, etc. En l'occurrence, le directeur de la com, c'était le très médiatique Gaspard Ganzer. Et en fait, Gaspard Ganzer n'était même pas au courant de la sortie du livre. Imaginez, vous travaillez au quotidien avec quelqu'un
Et en fait, vous apprenez par la presse que va sortir un livre dans lequel le président a tout déballé à des journalistes sans que vous-même vous soyez au courant. Là, c'est quand même assez spectaculaire. Mais il avait peur de reconnaître et publier ce livre. Hein. C'est clair. Bon, mais bon, moi j'ai juste une courte, disons une courte intervention, un élément de réponse à cette question. Vu de l'extérieur, avec beaucoup plus de recul, disons, que de l'intérieur, François Hollande paraissait de l'extérieur, vu de l'extérieur, comme étant la personne qui n'était pas du tout à sa place, ni comme candidat à la présidence, ni comme président. Vous voyez, donc les deux postures, celle de candidat qui bat Nicolas Sarkozy dans des élections présidentielles, et puis qui gère le pays pendant 5 ans, les deux postures semblaient ne pas correspondre à François Hollande, et d'une certaine façon, par rapport à la décation, je crois que la posture actuelle de député en Corrèze lui va beaucoup mieux que celle de président. C'est juste un petit commentaire. D'autres questions? Monsieur devant. Oui, allez-y. Quant au système politique français, après ce que nous venons d'entendre députer, il y a un bouleversement entre les prises du régime présidentiel américain, mais également héritier du régime parlementaire de l'Angleterre. Cela met en difficulté le multipartisme ici, dans l'Hexagone en France, parce que les partis sont là, mais quelque part, les objectifs politiques des partis ne sont pas bien repris après les élections successives présidentielles. Et par voie de conséquence, nous venons de voir des chefs de gouvernement qui peuvent être choisis en fonction de la personne, entre guillemets, président de la République, par rapport à ses fins, au détriment même des logiques de son parti politique. Et cela crée des dysfonctionnements sociétaux, aussi bien au niveau des partis, mais au niveau des électeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense à ces deux systèmes, régime, une prise de politique américaine du régime présidentiel et du régime parlementaire de l'Angleterre, mais également par rapport au contexte français, eu égard à sa doctrine politique, nous constatons bien que ça mérite, bien sûr, un changement de paradigme. Parce que là, aujourd'hui, on se dit, je suis dans tel parti politique socialiste, celui de la droite devient président, il me repêche là-bas, dans son parti, dans sa majorité, mais au lendemain, moi, qui suis repêché, je deviens quoi par rapport à mon parti, par rapport aux électeurs? Donc là, c'est un chamboulement total. Donc il serait quand même nécessaire qu'on puisse repenser à la politique française. Comment, bien sûr, conduire cette politique? Comment créer un cap politique ici pour que les consciences puissent se mûrir par rapport à ce développement endogène? Merci. Merci. Je peux juste rebondir très rapidement. C'est très intéressant comme commentaire. Bon, je crois que les partis ont été les ennemis de la Ve République. On a créé la Ve République pour démanteler la dictature des partis, des combines. Et on sait très bien que l'esprit de la création de la Ve République, c'était de combattre le phénomène partisan, vu comme étant quelque chose de mauvais, vu comme étant une sorte de détournement de la volonté du peuple qui est dans une relation très directe avec le président. Et c'est pour cela que les partis français, au moins en partie, sont tellement peu développés par rapport à une vie partisane des pays anglo-saxons ou d'autres pays, où, y compris par rapport à l'Allemagne, où la vie interne des partis est beaucoup plus riche, plus féconde, et où, effectivement, le chef du parti vaut beaucoup plus que le chef de parti téléguidé par un président nommé par un président, remplacé par un président de la République s'il appartient à la majorité. Mais s'il y a quelque chose de bon dans les résultats des dernières élections et la situation qui semble assez chaotique d'aujourd'hui, c'est justement que ce genre de questions maintenant se pose avec beaucoup d'acuité, de redonner
un certain statut aux partis qui, que l'on veut ou non, sont maintenant une partie beaucoup plus importante du débat parlementaire que sous un régime où on a une majorité très claire et un président qui est plus ou moins le leader de cette large majorité. Je voudrais juste ajouter qu'en fait, cette fluidité politique, elle correspond assez bien à ce que, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Bernard Manin dans le principe du gouvernement représentatif. C'est un politologue, un politiste pardon, assez célèbre. Et donc, Bernard Manin, il distinguait différentes temporalités de la vie politique. Alors, pas seulement française, parce que c'est un phénomène mondial. En réalité, certes, il y a des partis qui sont plus forts encore aujourd'hui, mais même en Allemagne, il y a quand même une forme de déliquescence des partis politiques qui est très avancée. Entre l'époque où le SPD avait 1 million d'adhérents, avait des syndicats puissants, voilà, cette époque-là est quand même aujourd'hui assez dépassée. Mais en fait, donc Manin disait qu'il y avait eu une période des notables au début du XXe siècle où, en gros, pour devenir une élite politique, il fallait être un notable local avec des ressources importantes, en général plutôt bourgeois ou avec des réseaux très importants locaux. Et puis après, vous connaissiez une sorte de cursus honorum, vous deveniez député, président du Conseil général, finalement ministre, puis un jour peut-être président du Conseil et président de la République. Ça, c'était la République des notables. Après, il disait qu'à partir des années 30, parce que les masses étaient vraiment entrées en politique, et la manière de contrôler les masses et de contrôler leur suffrage, c'était les partis politiques. Donc, c'était la République des partis, qui en gros va de l'entre-deux-guerres pour la France jusqu'aux années 80-90. Et pour être élu, il fallait être encarté sur un parti, parce que c'était une machine électorale énorme, avec de l'argent, et que tout seul, on ne pouvait pas être élu. Alors, il y avait des exceptions, mais c'était globalement ça le système qui prévalait à cette époque-là. Et puis, depuis les années 90, et ça s'est amplifié avec le temps, Emmanuel Macron est sans doute l'accomplissement de cela, puisqu'il a été élu sans véritable parti derrière lui, c'est ce qu'il a appelé la République, la démocratie du public. Donc, en gros, désormais, ce qui était important, c'était les sondages, c'était les médias, c'était la communication qui permettait à un individu de devenir le leader politique et de souder un camp derrière lui. Mais c'était vraiment la personnalisation qui était l'élément majeur de ce système-là. Et effectivement, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et ce qui explique que finalement, beaucoup plus que des partis, vous avez en fait des personnalités et des personnalités dans lesquelles vous pouvez faire votre marché pour composer votre gouvernement. Peu importe qu'il soit de tel ou tel parti, mais il est étiqueté vaguement de gauche donc, ou de droite, et donc, pouf, on peut le mettre dans le gouvernement. Et puis, les personnalités ne se sentent plus aussi liées à une fidélité partisane. Le fait est que c'est incroyable de voir à quel point aujourd'hui, des gens ont pu passer toute leur vie dans un parti, et puis parce que potentiellement, ils ont un petit bâton de maréchal, ils sont prêts à accepter de quitter celui-ci. C'était absolument inimaginable. On parlait tout à l'heure de mes travaux sur Rocard. Michel Rocard, donc avant de devenir Premier ministre de François Mitterrand, il était son principal rival à l'intérieur du Parti socialiste. Et il aurait pu devenir président de la République. Il aurait pu se présenter contre François Mitterrand en 1981. Tous les sondages le donnaient gagnant, le donnaient battant. Alors évidemment François Mitterrand, mais y compris en dehors du parti, mais également le donnaient gagnant contre Valéry Giscard d'Estaing, qui était le président sortant. Michel Rocard, il a dit « Moi, je suis socialiste, je suis au sein du Parti socialiste, et je ne quitterai pas ce parti-là pour faire prospérer mes idées personnelles. Non, je respecterai la règle du parti. » François Mitterrand a dit « Je ne suis candidat à la présidence de la République ». Et Michel Rocard, le lendemain, le jour même, a dit « Dans ce cas, je me retire, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. » Donc, parce qu'il respectait un parti politique. Aujourd'hui, plus personne, dès lors qu'il a une ouverture, ne va concevoir les choses comme ça. Oui. Je viens de faire le compte. Depuis 2000 en France, il y a 12 chefs de gouvernement. En Italie, quelle est la question principale de l'instabilité politique et 9 chefs de gouvernement pour 7 gouvernements. C'est étonnant au vu de la volonté de la 5e de stabiliser la vie politique après la 4e République, réputée instable. Est-ce que la France ne serait pas le nouvel, la France du printemps, ce serait pas le nouvel exemple de l'instabilité politique en Europe, au vu du nombre de gouvernements qui succèdent chaque année ou tous les 2 ans? Alors, ce que vous dites est intéressant parce que c'est une des grandes idées que défend un ami franco-italien qui est prof à l'université de Bologne, qui s'appelle Alessandro Giacone.
Et il dit toujours, oui, vous les Français, vous pensez que votre système de la Ve République, il est super stable et tout, et vous, au contraire, vous montrez les Italiens du doigt en disant qu'il y a tout le temps des gouvernements qui se succèdent, un peu comme sous la Troisième ou sous la Quatrième République. Et effectivement, les statistiques que vous donnez sont assez justes. Alors, déjà, le système italien a beaucoup évolué, notamment depuis les grandes réformes des années 90, et justement en imposant petit à petit un principe majoritaire. Donc, c'est plus un système parlementariste pur et dur comme ça pouvait l'être dans ce qu'on appelait la Première République. Dans la Deuxième République, vous avez quand même une prime majoritaire très nette qui fait qu'aujourd'hui, Giorgia Meloni, avec ses alliés, elle a une majorité très nette et elle peut gouverner avec celle-ci. Donc, ça a remis quand même, entre guillemets, de l'ordre et ça montre qu'elles se sont inspirées, en fait, en partie, alors je ne dirais pas du système français, mais en tout cas des systèmes où il y a des majorités beaucoup plus corrigées, entre guillemets. Donc ça, c'est quand même une évolution assez notable. Après, pourquoi est-ce qu'en France, il y a une succession, semble-t-il, plus rapide des gouvernements depuis quelques années? C'est vrai qu'à part François Fillon qui est resté 5 ans, on a eu beaucoup de premiers ministres qui sont plutôt restés en moyenne 2 ans, là où avant, c'était plutôt 3, voire 5 ans. Et Georges Pompidou, il a fait 6 ans quand même à Matignon. Hein. C'est le premier ministre qui est resté le plus longtemps. Je pense que c'est beaucoup lié, alors déjà au rétrécissement du mandat présidentiel, le quinquennat, qui fait que désormais, eh bien, le Premier ministre devient, comme le disait Jean-Pierre Raffarin, le paratonnerre du chef de l'État. En gros, il permet au chef de l'État, notamment en changeant de Premier ministre, de retrouver un sursaut dans son mandat. Ça permet de scander en quelque sorte un mandat présidentiel. On voit qu'Emmanuel Macron a beaucoup utilisé cet élément-là. Il a enlevé Édouard Philippe à la sortie de la crise Covid pour donner une nouvelle dynamique. Et il a nommé Jean Castex, qui lui a permis justement de reprendre le premier plan, là où Édouard Philippe, souvenez-vous, était devenu très populaire, plus populaire que le chef de l'État, et donc un peu menaçant quelque part, parce qu'il allait capter cette popularité. Et pareil, dans son deuxième mandat, il a mis d'abord Elisabeth Borne pour faire toutes les réformes populaires, puis quand Elisabeth Borne était définitivement grillée, eh ben, il a changé de Premier ministre pour amorcer une nouvelle dynamique, après la réforme des retraites. Et ça a donc été mon ancien camarade de Sciences Po, Gabriel Attal. Alors, s'il y a encore des questions, on a encore un bon quart d'heure. Alors, il y en a une ici. Je m'adresse aussi aux étudiants qui sont dans les salles annexes. On n'a pas prévu de récolter vos questions. Le plus simple, en fait, si vous voulez poser une question, c'est de venir dans la salle. C'est très artisanal, mais ça fonctionne. C'est à vous. Bah, je peux tenter une réponse. Je crois que les systèmes en tant que tels doivent être réadaptés de temps à autre. Mais on a vu que le système semi-présidentiel de la Ve République n'est pas un système unitaire. Toute notre discussion aujourd'hui nous a montré que, étant donné les différents occupants des différentes fonctions, président, Premier ministre, mais aussi chef de l'Assemblée, majorité parlementaire, ainsi de suite, et les contextes géopolitiques au sens large du terme, on a des changements de comportement du système semi-présidentiel. Et il y a quand même beaucoup de gens qui défendent, et peut-être à juste titre, le système semi-présidentiel dans la mesure où il se prête le moins à des dérives ultra-autoritaires, en compensant par cette annulation réciproque de la concentration des pouvoirs. Dernièrement, on a une série d'exemples des systèmes parlementaires qui pourraient paraître les meilleurs systèmes, justement parce que le Parlement domine. On voit ce qui se passe dans le seul grand système parlementaire qui reste en tant que tel système parlementaire d'un pays de l'Union européenne, la Hongrie. La concentration du pouvoir autour du Premier ministre est énorme. La même chose, on peut voir dans beaucoup de systèmes présidentialistes, où le président assume d'une manière autoritaire l'ensemble du pouvoir tout en dominant de facto, plus que de juré, le pays. Et donc, voilà, des compromissions tels que le semi-présidentialisme peuvent être, des compromis, pardon, tels que le semi-présidentialisme peuvent être des solutions dans la mesure où nous sommes vraiment dans un contexte où il y a une montée de l'autoritarisme, il y a même une
demande de la part des peuples, des citoyens, pour plus de centralisation du pouvoir, pour plus de concentration de la décision, et donc où la démocratie est en péril. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adapter le type de système semi-présidentiel. C'est ce qui est en train de se passer, mais il faudra bien sûr assumer vraiment des tâches plus importantes dans la réforme institutionnelle en France en ce moment. Je rajoute un tout petit point, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sergio. Le système en fait français, il est assez souple. On l'a dit tout à l'heure, il y a la Constitution à la lettre qui peut s'adapter à un tas de situations différentes. On l'a vu avec la cohabitation. On le verra là à l'heure actuelle avec le gouvernement Barnier, puisque dit que c'est pas une vraie cohabitation et que vous avez une situation effectivement inédite. Et malgré ça, eh bien, il devrait pouvoir en théorie gouverner. Donc c'est un système qui est assez souple. Et surtout, en fait, la France est un pays où les conflits politiques, sans vouloir essentialiser évidemment notre situation, mais où les conflits politiques ont toujours été rugueux. Depuis la Révolution française, on a un système politique droite-gauche. Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment du droite-gauche, mais en tout cas où les clivages politiques sont très forts. On n'a pas de culture du compromis. On ne sait pas vraiment faire, en réalité, contrairement aux Allemands. Et donc, imaginez demain, avec l'Assemblée nationale telle qu'elle est à l'heure actuelle, vous auriez eu un système parlementaire, il aurait fallu que les grands partis s'entendent entre eux finalement, et ils auraient eu beaucoup de mal à le faire parce qu'ils ne savent pas faire. Ils se détestent entre eux et on l'a vu, à chaque fois qu'il y a eu des coalitions qui ont tenté de se monter au cours des derniers mois, ça a été très compliqué parce qu'on ressort les anciens tweets où un tel dénonçait machin comme un traître. Donc voilà, c'est assez stupéfiant. Donc pour le moment, c'est effectivement un système qui a sans doute encore des ressources derrière lui. Effectivement, après, il y a un peu un effet d'usure qui est lié beaucoup à la fonction présidentielle. Donc, c'est peut-être là où il y aurait éventuellement quelque chose à faire. Mais le fait est qu'il a de la ressource et il vient à peine de dépasser la longévité en termes de constitution. Puisque les lois constitutionnelles de 1875 ont eu 65 ans en 1940, au moment de la mort de la Troisième République. Et la Cinquième République vient d'avoir 65 ans. Donc, il y a encore 5 ans avant de dépasser la Troisième République. Alors, d'autres questions? Oui, allez-y. Et ce sera bon. Est-ce qu'on peut aussi penser que la Cinquième République, à l'heure actuelle, peut arriver à bout de souffle pour la nouvelle génération, parce qu'il y a moins cette attache à la constitution du général de Gaulle que dans le passé, la figure du général de Gaulle qui est très importante pour les générations d'avant. Aujourd'hui, ça c'est de plus en plus loin, donc est-ce que c'est-à-dire que cette attache du général de Gaulle, j'espère, la constitution aussi, est de moins en moins importante dans sous cette forme. Je propose qu'on prenne aussi la deuxième question. Il y avait une un peu plus fort, s'il vous plaît, on a entendu. Je tente une première réponse. Oui, voilà. Donc, pour la première question, je crois que oui, elle a été taillée sur mesure pour le général de Gaulle à l'époque, mais on a dépassé depuis longtemps, dès Pompidou, on a dépassé de Gaulle. Et de Gaulle savait très bien qu'il fallait aussi faire quelque chose, justement à l'élection suffrage universel du président de la République, pour que ça dure à travers le temps. Je crois que finalement, il y a eu beaucoup d'interprétations de la Ve République, beaucoup de pratiques, parfois même contradictoires, et que, bien sûr, on fait encore allégeance symboliquement au général de Gaulle comme fondateur, père fondateur, mais que cette référence, c'est l'antenne pour beaucoup de Français, y compris de la génération de vos grands-pères même. Ils savent très bien, même s'ils ont vécu sous de Gaulle, que c'était quelque chose censé évoluer. Pour la deuxième question,
Bah oui, la France doit apprendre, et ça, la presse étrangère, vue de loin, moi je fais des interventions assez souvent dans la presse roumaine, mais aussi hongroise et autres de la région. La France doit apprendre la technique de la négociation et la technique de la constitution des coalitions parlementaires. C'est quelque chose qui doit être appris, ça ne vient pas tout de suite. Il y a toute une école de la pratique, parfois on échoue. On termine toujours au début par être très déçu et les coalitions arrivent à se défaire facilement, mais ça prend du temps pour apprendre la discipline des coalitions. En ce sens, il y a eu des pays qui ont évolué par des guerres inter-partis au sein du Parlement et ont terminé par trouver raisonnablement des systèmes d'entente. En ce cas, peut-être c'est l'un des domaine où la Roumanie peut être considérée un cas de bonne pratique. Les deux principaux partis, centre-gauche et centre-droite, se sont entendus sur un système de rotation pour le poste de Premier ministre avec des coalitions qui durent une année et demie. Et donc jusque-là, cela a marché depuis 2020. Donc, bien sûr, il faut tester ce système. Ce même système n'a pas marché en Bulgarie, qui se prépare pour la 7e élection législative en 4 ans au mois d'octobre, tout en elle a voulu appliquer le même système et cela n'a pas marché. Donc la France doit vraiment, les partis français, c'est les hommes politiques français doivent être à la hauteur peut-être de ces tâches qu'ils ignorent ou sous-estiment pour l'instant, doivent apprendre à négocier en tant que représentants d'une faction parlementaire avec un compromis à faire afin de gouverner ensemble. Je ne vois pas d'autre solution à long terme que cela. Je crois d'ailleurs que c'était en Bulgarie où il y avait le président qui avait appelé ses partisans à achever le Premier ministre à la Kalachnikov. Ouais. Voilà, en termes de compromis, il y a quand même moins en avance que nous. Le président avait été général avant. Voilà, ouais, voilà, c'est peut-être ça qui l'explique. Mais oui, c'est quand même assez violent. Et pour reprendre, en fait, c'est la première question. Alors oui, certes, il y a une usure des institutions, et c'est vrai que les pères fondateurs paraissent un petit peu lointains, mais en même temps, le fait que ça soit ancien, c'est aussi une preuve, en fait, de bon fonctionnement et de légitimité. Si demain, vous créez des nouvelles institutions ex nihilo, il n'est pas dit que les gens la respectent de la même façon. Vous voyez, ça pourrait apparaître comme finalement des institutions plus fragiles parce que nouvelles et n'ayant pas forcément la même longévité. Et donc, voilà, comme les régimes qui ont changé d'institution en cours de route, on parlait de l'Italie tout à l'heure, ils ont quand même mis beaucoup de temps avant d'arriver à enraciner, en fait, avec tout un tas de référendums et d'échecs d'ailleurs de projets constitutionnels. Matteo Renzi avait échoué sur ce plan-là. Donc, c'est compliqué, en fait, une fois que vous avez changé le système, d'arriver à ce qu'il dure dans le temps. Là, ça fonctionne. Après, voilà, il faut effectivement, je pense qu'il faudra l'adapter parce qu'on sent quand même qu'il y a une crise un petit peu institutionnelle et que les choses flottent un petit peu, mais pour autant, est-ce qu'il faut tout changer? Ça, je ne suis pas sûr. Oui, merci beaucoup. Ma question concerne l'expérience africaine, bien sûr, de l'Afrique francophone, parce que beaucoup de pays de l'Afrique francophone ont calqué leur modèle sur ce que je voulais savoir, est-ce que vous pouvez considérer aujourd'hui, au regard de cette expérience contrastée et analysée de la 5e République française, que les pays de l'Afrique francophone sont mal partis en adoptant ce modèle avant de construire des systèmes partisans qui puissent effectivement éclairer ce modèle semi-présidentiel? Si je peux, je vais rapidement répondre à la question. Merci beaucoup. Au début, les systèmes africains à l'indépendance, quand la 5e République n'existait pas au fond, elle était en train de se créer, il n'y avait pas de pratique, était dominée par des personnalités comme Félix Houphouët-Boigny, par exemple, qui avait été parlementaire et même ministre en France avant, et donc était imprégné des institutions de la 4e République, même de la 3e République. Donc la première idée était de créer des républiques parlementaires. C'est ce qu'ils ont essayé de faire et ils ont fait partiellement dans certains pays. Et puis,
vu le modèle de la Ve République, on a adopté une série de constitutions présidentialistes ou semi-présidentialistes avec des régimes qui pouvaient ou pouvaient ne pas avoir ou avoir des premiers ministres, dans la plupart des cas avec des premiers ministres. Il n'y a pas de constante finalement, si on regarde l'ensemble des systèmes africains, il n'y a pas de constante au sens où, dans la plupart, il y a une exigence de l'élection à suffrage universel du président, justement pour lui donner une légitimité, dans la mesure où beaucoup de pays de l'Afrique francophone sont éclatés du point de vue ethnoculturel dans des différents groupes, et donc la cohésion de la représentation par le président est très importante. Mais en même temps, on a, dans certains cas de figure, par exemple en Côte d'Ivoire, on a essayé de bricoler et rebricoler la Constitution, non pas seulement pour des intérêts personnels, bien sûr ça fait partie de tous les changements constitutionnels à travers le temps, mais aussi pour régler des problèmes, et la Côte d'Ivoire, je crois, est un peu le papier de tournesol qui montre ce qui se passe, pour régler les problèmes constitutionnels de la Ve République française, de la copie de la Ve République française, et de ce point de vue, ce n'est pas forcément un échec, c'est plutôt une mini-réussite. Je parle uniquement du système constitutionnel institutionnel, et non pas forcément de la réalité politique au jour le jour, qui est totalement autre chose. Et dernièrement, on sait très bien qu'il y a de retour à des systèmes plus parlementaires, mais qui sont sur papier parlementaire. On a le Togo, où après l'élection du président au suffrage universel, qui était déjà devenu une tradition, pour rester au pouvoir, le même président, n'est-ce pas, fait des changements constitutionnels pour se faire élire maintenant par le Parlement, donc introduit une république qu'il appelle république parlementaire, justement pour ne pas tomber dans les pièges du semi-présidentialisme un peu difficile à gérer. Donc je crois qu'il y a des expériences africaines, même au sein de l'Afrique francophone, et non pas une seule expérience, et que cela se prête à des travaux très, très sérieux. D'ailleurs, avec Valérie et beaucoup d'autres collègues, on travaille beaucoup sur les systèmes politiques africains, sur leur évolution, sur notamment les conflits internes et la manière dont ils copient ou non des éléments de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques inspirés des systèmes européens. En un mot, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, donc je ne me lancerai pas là-dedans, mais par contre, il y a un modèle qui pourrait être intéressant justement pour faire vivre différentes communautés très différentes. Alors, je ne retrouve plus le terme, mais Sergio va m'aider, parce que lui, c'est un vrai politiste. C'est les démocraties, tu sais, à la belge, à la autrichienne, et c'est pas consubstantiationnel, c'est les démocraties. Non ? À l'autrichienne ? Oui, tu sais, en fait, quand tu fais vivre différentes communautés entre elles. Consociationnalisme. Voilà. Mais je ne sais pas en français. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce modèle-là. Comment tu dis ? Le Liban. Consociative, voilà, merci. Consociative. Oui. Consociative. Où vous faites vivre en fait différentes sociétés. Alors, c'est sûr, globalement, c'était la même population, la même ethnie, donc c'est moins compliqué. Mais en gros, c'était l'idée qu'il y avait quand même des blocs différents au sein de la population. Et la Belgique est un bon exemple de ça, avec différentes communautés linguistiques, avec différentes religions aussi, puisque au XIXe siècle, il y avait des conflits très lourds entre les laïcs et les non-laïcs en Belgique. Et donc, ils ont créé ce système-là où vous aviez à chaque fois des blocs, des partis, avec des associations, avec des syndicats, et qui représentaient en fait les différentes communautés et qui les faisaient vivre ensemble, avec un système d'équilibre justement entre les différentes communautés. Je trouve que ce modèle-là, bon, qui marche avec les difficultés qu'il peut y avoir en Belgique à l'heure actuelle, mais qui a fait la politique autrichienne, par exemple, qui a fait la politique aussi aux Pays-Bas pendant très longtemps, eh bien, ça peut être un modèle, je trouve, assez intéressant pour faire vivre des gens très différents, avec des idéologies, des vues sur le monde très différentes. Merci. Alors, on approche de la fin de la séance. On a le temps de prendre une dernière question. Allez-y. Oui, on dirait qu'il y aura bientôt les élections une fois, mais on n'a ni voulu ni essayé de tuer notre Premier ministre avec les Kalachnikov. Non, mais c'était Radev qui a eu une déclaration comme quoi il fallait passer à la Kalachnikov le Premier ministre. Mais si, autant du gouvernement intérieur de Boyko Borisov. Oui, il fallait quoi de passer vers un Kalachnikov.
Oui, donc de fusiller à la Kalachnikov le Premier ministre. Il n'a pas dit fusiller à la Kalachnikov, mais il a dit que pour des gens comme Boyko Borisov, il y a des Kalachnikov aussi. Ah, oui, comme Comme une menace. Ça a l'air... il n'a pas dit qu'il y a des chansons d'enfants, c'est surtout des... Non, c'est Radev qui a dit cela, hein, textuellement. Ouais. On ne voulait pas dénigrer la Bulgarie. Hein, Pas du tout, non, ça c'est juste une déclaration du Premier ministre dans une situation qui est vraiment très très tensionnée en Bulgarie. Alors peut-être une question subsidiaire pour qu'il n'y ait aucun regret. Non? Très bien, alors on va clore la séance de questions. Alors un grand merci à Pierre-Emmanuel Bigot et Sergio Miscou. Je vous rappelle que la prochaine conférence aura lieu dans 15 jours, le 10 octobre, autour de Shun et Émilie Franquiel, toutes deux spécialistes de la Chine et qui viendront nous parler de ce grand pays.